Je salue toutes les autorités présentes dans cet amphithéâtre. En même temps, je salue aussi toutes les participantes et les participants à ces assises. Je prends donc la parole dans les cadres de ces journées qui sont consacrées à la paix et aux droits humains dans notre pays, parce que sur le plan international, l'humanité tout entière célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée en 1948. En même temps aussi, au niveau mondial, nous avons depuis le 25 novembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train aussi de pouvoir, dans les cadres de la campagne de 16 jours d'activisme, lutter contre toutes les violences faites à la femme. Et donc, moi, je vais plancher mon propos sur le droit de l'éducation de la femme qui fait partie des droits humains, mais ces droits-là a été discriminatoire dans son application par rapport à la femme congolaise. Déjà, je rappelle que pendant l'époque coloniale, la femme congolaise de l'époque et les Congolais de l'époque n'avaient pas droit à la même éducation. Les garçons avaient droit à pouvoir poursuivre leur scolarité dans ce qu'on appelle les cycles longs, tandis que les filles étaient cantonnées dans des formations comme aide-soignante, accoucheuse, ménagère, monitrice, et ça s'arrêtait là. Et donc, il y avait un plafonnage au niveau de la formation pendant l'époque coloniale. Malgré les plans décennales de 45 à 55 pour pouvoir permettre aux Congolais de pouvoir étudier normalement, il n'y avait pas d'écoles plutôt cycle long pour les filles. Conséquence, le 30 juin, quand les Congos accèdent à l'indépendance, il n'y a aucune fille ou aucune Congolaise qui a les niveaux qu'on peut appeler les niveaux du diplôme d'État, sans même pourtant parler de niveau universitaire. Parce que l'université a été créée en 1954 à travers l'Ovanium. Aujourd'hui, cette année, nous célébrons les 70e anniversaire de l'université congolaise et en 1954, il n'y a aucune femme présente à l'université parce qu'il n'y a aucune femme qui avait la formation pour pouvoir commencer l'université. Et donc, il fallait attendre 1964, donc 4 ans après l'accession du pays à l'indépendance, pour voir la première femme fouler les pieds de l'université congolaise. Et cette femme, c'est Madame Sophie Kanza. Elle va être la première à fouler le sol de l'université congolaise. Cette année, nous fêtons 60 ans de la présence de la femme à l'université. Mais cette femme qui est admise à l'université n'est pas là en tant qu'étudiante. Elle est là en tant qu'assistante. Parce que Sophie Kanza, étant de famille aisée, parce que son papa était un grand politicien et c'était un grand visionnaire, il a dû donner la chance à sa fille d'avoir le même droit que les garçons. Et donc, Sophie Kanza a eu son diplôme d'État à Brazzaville. Et de Brazzaville, elle est partie en Suisse pour ses études universitaires. Donc, elle n'a pas fait ses études au Congo. Et donc, en 64, il y a une innovation qui va arriver avec la constitution de Lulabour, c'est que, on reconnaît le même droit aux garçons et aux filles, et le droit aussi s'étale au niveau de l'instruction. La fille a maintenant le droit de faire les mêmes études que les garçons. Et l'État congolais va confier ce travail au bureau de l'éducation chrétienne, au père Martin Ekwa, pour pouvoir l'aider à pouvoir travailler sur le politique publique pour que les filles aillent dans les mêmes écoles que les garçons et puissent avoir la même formation que les garçons. Et donc, avec la politique de l'émancipation, avec le président Mobutu, la première femme congolaise va entrer au gouvernement en 1966, en octobre, et c'est toujours cette première femme universitaire, Sophie Kanza, qui va entrer au gouvernement. Et donc, du coup, l'éducation devient un atout détonateur de la promotion de la femme pour son engagement citoyen. À partir de Sophie Kanza, on a commencé à voir 2 femmes dans la territoriale. On peut citer Madame Catherine Zuzi-Wambombo, qui va être la première femme bourgmestre déjà dans les années 60, vers fin 60, et les autres sont venus après. Alors, on voit bien que l'accès est discriminatoire pour l'éducation entre les filles et les garçons.
La Constitution de 2006 va consacrer l'égalité l'accès à l'éducation, l'éducation scolaire entre filles et garçons. Vous pouvez les voir dans les articles 43, dans l'article 43 de la Constitution, et dans l'article 44 de cette même Constitution, l'État a le pouvoir de éradiquer l'analphabétisme. Or, on sait que quand on voit la population congolaise, les femmes représente le taux d'analphabétisme le plus important. Et donc, on se rend compte qu'on a des lois, on a des droits, mais ces droits sont saucissonnés. Donc, on n'est pas en mesure de garantir le droit aux citoyens, mais on cherche à pouvoir trouver dans la structure de ce droit-là certains droits qui plaisent aux uns et aux autres pour leur propre intérêt. Or, on sait bien qu'un pays ne peut pas se développer aujourd'hui si la population féminine reste analphabète. D'ailleurs, tenez que pour pouvoir évaluer l'indicateur du développement humain, l'IDH, la condition de la femme fait partie des indices ou des indicateurs à prendre en compte pour qu'on dise aujourd'hui que votre pays est développé ou non. Or, qu'est-ce qu'on remarque chez nous? Nous avons un pays, nous avons le droit à l'éducation. Historiquement, ce droit a été discriminatoire. Aujourd'hui, avec l'arsenal juridique, on a des dispositions qui corrigent, mais on n'a pas de politiques publiques qui font en sorte que cette éducation-là soit équitable entre hommes et femmes. Cette année, nous fêtons 60 ans de l'université congolaise. Comptez qu'il n'y a que moins de 500 femmes professeurs à l'université. Et donc, on ne peut pas prétendre à une société inclusive si l'éducation elle-même n'est pas inclusive. Et elle doit être aussi adaptée selon qu'on forme les femmes et selon qu'on forme les hommes. Je vais vous donner un élément d'histoire. En 1970, quand le président Mobutu va nationaliser l'université et quand il a enrôlé les femmes, quand il a enrôlé les étudiants de l'Ovagnon dans l'armée, il y a aussi des femmes qui ont été enrôlées. Mais sachez-les que beaucoup de femmes avaient arrêté leurs études parce qu'elles ont été violées pendant leur temps de formation au camp Tchatchi. Et donc, dans la jouissance de droit à l'éducation de la femme congolaise a subi des affres de violence, de viols, pendant que leurs collègues hommes n'ont pas subi cela. Et donc, les femmes ont été obligées d'arrêter leur cursus scolaire. Et nous sommes en train d'avancer. Nous avons des femmes qui étudient. On a une élite, mais malheureusement, la grande majorité de la femme a encore une formation approximative avec comme conséquence une insuffisance dans l'engagement citoyen de la femme. Et on voit la femme devient marchepied où elle est simplement utilisée dans des débats politiques pour pouvoir porter les banderoles des politiques ou pour pouvoir marcher pour des enjeux qu'elle ne comprend pas parce que sa formation ne lui permet pas suffisamment de pouvoir échanger, interagir en toute connaissance des causes parce que sa formation fait défaut. Je vous remercie. De la vie, elle est en mesure de pouvoir protéger cette vie-là au-delà même de ses forces. Elle sait s'oublier. Et donc, cet effort-là, ces sacrifices-là de la femme ne peut pas être oublié. Regardez dans notre pays, nous sommes en train de parler de la paix. Est-ce que vous avez déjà entendu un chef de rébellion femme? Vous l'avez déjà entendu? Est-ce qu'on a un prix pour ça? Est-ce qu'on a déjà dédié un prix à la femme pour dire qu'elle est là comme actrice de la paix et pour cela, voilà ce que la nation congolaise fait pour pouvoir honorer cette femme. Est-ce que ces prix-là existent? Non. Mais la femme fait beaucoup, mais on l'oublie. Je vais
respecter le modérateur. Je m'incline et nous continuerons les débats après. L'organisation de l'enseignement fait partie des prérogatives du pouvoir public. C'est d'abord l'État qui organise. Et il y avait une restriction pour les filles de ne pas faire les mêmes études que le garçon. Et cela a causé un grand retard et qu'on n'a jamais comblé jusqu'à aujourd'hui parce que le nombre de garçons formés est beaucoup plus important que le nombre de filles formées sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Et regardez la plupart des boursiers congolais, zaïrois à l'époque, envoyés à l'étranger, il y avait peut-être plus de 80%, pour ne pas dire plus de 90% de Congolais ou des Zaïrois. D'une part parce qu'il y avait moins de filles formées, mais d'autre part aussi il y a cette politique-là discriminatoire où le pouvoir vu au masculin s'exerce au masculin, fait que les hommes se mettent d'abord en ordre de prédilection. Ils sont le premier. Et c'est cela qui doit changer. Là où les sociales discriminent, là où les culturels discriminent, le droit doit restaurer. Le droit est là pour restaurer. Et si le droit ne restaure pas, ça fait problème. Ça fait problème si le droit ne restaure pas. Regardez vous avez suivi le propos du professeur Mikaï, mon voisin de gauche. Il a dit, quand il a présenté les droits humains, il a bien dit que chez lui, la femme ne représente rien. Et dans la plupart de nos cultures congolaises, c'est la même chose. C'est cette même vision, c'est cette même considération. Et moi, je suis d'une culture où la femme vaut. Moi, je suis Congo. Chez moi, la femme, c'est une nona. Elle a le droit de parole au même titre que le garçon. Et je suis très contente de voir que la première ministre est Congo. Parce qu'elle vient d'une culture où la femme n'est pas brimée, où elle peut prendre des décisions sans pourtant avoir froid aux yeux. Et je me dis peut-être que c'est une aubaine, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On doit travailler pour que la femme ait sa place dans la société. La société congolaise, elle n'est pas l'apanage des hommes. Elle est l'apanage et des hommes et des femmes. C'est pour cela que le regard doit changer et les actions publiques surtout doivent changer en termes de l'équité et de l'équilibre. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, ce n'est pas que la femme refuse de devenir professeur d'université, mais les femmes font aussi des concessions. Regardez dans la plupart des couples où les hommes sont professeurs, ils vont vous dire que quand ils ont été en Europe, c'est la femme qui faisait des jobs pour pouvoir soutenir les études de son mari. Dans nos familles, les femmes, nos grandes sœurs parfois, arrêtent leurs études tôt pour pouvoir soutenir les études de leurs frères. Ça, ce n'est qu'une femme qui peut le faire. C'est le génie féminin. Et cela doit être corrigé. La femme, en même temps qu'elle porte la vie, et ça, Dieu ne l'a donné qu'à la femme. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire que mon intervention au cours de cette journée de commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, placée sous l'insigne de la paix et des droits humains, journée organisée conjointement par la commission Justice et Paix de la SENCO et de l'Université catholique du Congo, où j'ai été formée. Je suis ancienne de l'Université catholique du Congo, j'y enseigne aussi. Mon intervention à cette journée, comme je disais, est à considérer dans mon engagement
comme citoyenne de la République démocratique du Congo et citoyenne du monde dans les cadres de la campagne mondiale de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme, campagne de 16 jours qui commence le 25 novembre de l'année et qui se termine aujourd'hui, le 10 décembre de l'année. Et donc j'interviens dans le cadre de ces journées, de ces jours d'activisme, où j'ai eu le bonheur de pouvoir parler sur le droit de l'éducation de la femme congolaise et j'ai mis en relation avec la révision constitutionnelle. J'ai rappelé les inégalités qu'ont connues les femmes à pouvoir accéder à l'éducation. Depuis l'époque coloniale, les femmes n'avaient pas le même droit à l'éducation que l'homme. Il fallait attendre 1964 avec la constitution de Loulo-Abour. Notre pays a consacré le droit de l'éducation pour la femme au même titre que l'homme. Et nous avons vu les femmes faire les études de cycle long et nous avons vu les femmes aussi faire l'université à partir de ces dispositions légales. Et je signale aussi que cette année 2024, nous célébrons le 60e anniversaire de la présence de la femme à l'université. Et cette femme n'était autre que Madame Sophie Kanza, qui fut aussi la première femme ministre dans notre pays en 1966. Et aujourd'hui, nous avons une femme Premier ministre. Nous sommes heureuses de la voir, que c'est une femme universitaire. Et donc, finalement, le droit à l'éducation permet aux femmes de pouvoir remplir des fonctions importantes dans notre pays, parce que ce soit la première femme à devenir ministre, que ce soit la première femme à devenir première ministre, son Excellence Judith Suminwa, ce sont des femmes qui ont étudié et qui ont eu le niveau universitaire. Et donc l'éducation, c'est un droit qui permet aux femmes de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir jouir de leurs droits politiques, économiques, sociaux, comme toutes les autres, et pour pouvoir aussi donner les meilleurs d'elles-mêmes pour le progrès de notre pays. Je vous remercie.